de faire des coupures sur le film si jamais. La motivation est la suivante, c'est que nous allons bientôt publier un mémoire d'Alexandre Moreau-de-Jeunesse qui a remporté dans notre académie un prix sur la question de la meilleure politique possible pour les colonies en 1823, mémoire que nous allons accompagner de sa correspondance, c'est-à-dire d'une trentaine de lettres adressées par Moreau-de-Jeunesse à l'Académie de Lyon. Or, Moreau-de-Jeunesse est devenu, comme vous le savez peut-être, vers le milieu du XIXe siècle, le directeur de la statistique générale de France. Donc, si on veut contextualiser cet ensemble que nous allons publier, il est nécessaire d'avoir une petite idée sur ce qu'étaient les statistiques à cette époque et sur ce qu'étaient les statistiques à l'Académie elle-même. Alors, le mémoire de Moreau-de-Jeunesse, il est ici, comme la couverture s'en va un petit peu, on a mis un papier blanc, mais vous pourrez le regarder si vous voulez, il est maintenant numérisé et transcrit. Alors, mon exposé est quand même un petit peu improvisé. Il s'appuie évidemment sur des documents qui sont conservés à l'Académie et que je vais vous montrer ici, mais aussi pour les aspects plus généraux sur des travaux historiques déjà faits. Je n'ai pas exploré les sources nombreuses qui se trouvent aux archives nationales ou aux archives départementales sur le sujet. Voici le plan de l'exposé, c'est assez rapide. Quelques mots sur le contexte antérieur, sous l'Ancien Régime, sur la statistique en Europe à l'époque du Directoire, du Consulat et de l'Empire. Et puis, on va en venir véritablement au sujet, à savoir la statistique à l'Académie, en particulier sur un certain nombre d'époques, 1806-1808, puis à la Restauration, où là aussi il faudra avant que je vous ai donné un petit peu le contexte national. Et puis nous parlerons des prix de statistique Christin d'Urvols qui se sont étendus de 1826 à 1835. Et je terminerai par un petit mot sur la situation ultérieure, c'est-à-dire vers les années 1840-1850. Alors, pour parler de la statistique en France et en Europe à cette époque, on a un terrain qui est bien balisé, avec un certain nombre de travaux historiques qui datent déjà depuis un demi-siècle pour certains. Alors, en particulier, il y a cet ouvrage collectif pour une histoire de la statistique, publié par l'INSEE en 1977, dans lequel nous avons tout particulièrement l'article de Jean-Claude Perrault, qui est issu de son ouvrage « L'âge d'or de la statistique régionale française en 1804 » et qui est un livre excellent. Et puis, dans le prolongement, il y a celui de Marie-Noël Bourguet, « Déchiffrer la France, la statistique départementale à l'époque napoléonienne ». Bien entendu, cela demande de regarder l'histoire des probabilités et des statistiques sous des angles extrêmement divers. C'est pour ça que je vous ai cité ici l'un des ouvrages principaux, celui de Stephen Stigler, The History of Statistics, et qui est l'ouvrage d'un mathématicien, statisticien et historien des statistiques américain de Chicago, et puis celui d'Alain Desrosières, La politique des grands nombres, qui lui est le travail d'un sociologue. Mais il y en a quantité d'autres, qu'on citera peut-être au passage, et un peu dans toutes les langues. Je voulais insister aussi sur une bibliographie un peu moins connue, parce qu'aujourd'hui, chez les historiens des sciences français en particulier, on regarde presque exclusivement ce qui est écrit en français et ce qui est écrit en anglais. Mais il y a d'autres langues qui existent,
Et puis, il y a des gens qui ont fait des travaux, mais qui sont relativement peu diffusés. Alors, comme l'un des personnages principaux de la statistique à cette époque, comme je vous montrerai tout à l'heure, c'est August Ludwig Schlözer, je vous montre ici un livre écrit en italien de Mario Scatola sur Schlözer. Ce n'est pas le seul, hein, il y en a d'autres qui sont également excellents, mais qui est très synthétique et très agréable à lire. D'autre part, un autre personnage central, un petit peu plus tard, c'est Quetelet, Adolphe Quetelet, qui est belge, et il y a eu également des travaux sur lui en grand nombre. Je vous ai donc parlé d'un Allemand, d'un Belge, mais il y a aussi une filière italienne qui est peu connue et sur laquelle je m'appesantirai un petit peu plus tard, notamment avec Melchiorre Gioia, qui a un personnage à peu près aussi extraordinaire qu'Alexandre Moreau-Jones, hein, et qui a passé une grande partie de sa vie en prison, et qui est vraiment, à mon avis, celui qui, du point de vue statistique, a été le plus original dans cette époque. Et puis, j'utiliserai deux ouvrages, dirigés en partie par Thierry Martin et par Bernard Bru. L'un qui s'appelle L'arithmétique politique dans la France au XVIIIe siècle, avec plusieurs articles dont je vous parlerai tout à l'heure, et les œuvres de jeunesse de Cournot, pour lesquelles l'apparat critique fait sur cet aspect essentiellement par Bernard Bru, notamment sur le baron de Ferussac, et parfaitement dans notre domaine. Voilà. Alors, les sources académiques. Les sources académiques, on a pas mal de choses. On a bien entendu les registres, on a la correspondance qu'on est en train d'inventorier depuis fort longtemps, mais ça prend du temps quand on veut vraiment faire le travail à fond. Donc les manuscrits 275-277 couvrent à peu près la période que je vous ai dit, hein, de 1800 aux années 1850. Et puis on a un certain nombre de manuscrits de personnages qui vont apparaître dans notre affaire. Là-dedans, il y a des pages qui dépassent parce qu'elles ont été reliées d'une drôle de façon et que je ne veux pas les abîmer, sur Martin Aîné, ainsi que celui-ci. Hein. Puis les prix de statistiques. Alors, ce sont les volumes qui sont là-bas et que je brandirai tout à l'heure, mais aussi un curieux petit livre là, manuscrit 340, hein, sur l'arrondissement de Trévoux, dont on se demande bien ce qu'il va faire ici, mais on arrivera à élucider ce mystère. Voilà. Et la pièce de Moreau-Jones dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors d'abord parlons de l'Ancien Régime. Alors, certains vous diront, la statistique, ça existe de toute antiquité. C'est vrai par certains côtés. Mais le mot statistique apparaît essentiellement au milieu du XVIIIe siècle, hein, et le personnage qui est considéré comme étant celui qui l'a introduit, c'est Achenwald, qui était un Allemand, et là-dedans, vous voyez bien Stadt, hein, Stadt en allemand, ça veut dire l'État, hein, Stadt avec deux A, hein, Stadt avec ADT, c'est la ville, Staatenkunde, la science de l'État, hein, les statistiques. Et ce qu'on dit habituellement, et qui est pour l'essentiel juste, hein, c'est qu'il y a, pour la statistique que nous allons regarder dans les années 1800 et quelques, il y a essentiellement trois sources. Hein. La première, trois sources, on va dire l'une anglaise, l'autre allemande, l'autre française. Tout ce que je vous dis là, bien sûr, c'est tellement à la louche que c'est un peu grossier, que ça pourrait se discuter. Mais ça n'est pas très faux. La source anglaise, c'est l'arithmétique politique, c'est-à-dire des conjectures sur la population, son évolution, etc. Hein, ce qui est lié pas mal aux tables de mortalité, et puis aux assurances sur la vie. La source allemande, donc avec Achenwald, puis le théoricien Schlözer,
Süssmilch est à part, je vous en dirai un mot après. Cette source allemande, c'est plutôt la description des forces productives. Statistique, récit de voyageurs qui expose ce qu'il a vu dans un pays. Süssmilch, lui, c'est d'avancer l'ordre divin, l'harmonie, etc. Donc c'est intermédiaire. Et c'est un peu plus lié à l'arithmétique politique anglaise. Et puis, la source française, j'ai mis Condorcet à la place Fourier, c'est-à-dire le calcul des probabilités, pas simplement donc des descriptions, du dénombrement, mais aussi du calcul, et du calcul élaboré. Le projet le plus extraordinaire étant celui de Condorcet, avec sa mathématique sociale, c'est-à-dire faire une science de l'homme et de la société utilisant toutes les mathématiques, que ce soit bien sûr l'arithmétique élémentaire, mais aussi le calcul différentiel et intégral, les probabilités, etc. Ce qui a été développé d'une certaine façon, un peu biaisée bien sûr, un peu différente, par Laplace et par Joseph Fourier, dont nous parlerons un peu plus. Mais, bien entendu, il y a quantité de gens qui ont douté de l'intérêt, de l'importance, de la justesse, de l'arithmétique politique et de la statistique. Alors, parmi ceux-là, je vous cite l'abbé Morlet, qui était, je ne sais pas si on peut dire un physiocrate, mais quelqu'un d'assez proche de Turgot, et qui a envisagé de faire un immense dictionnaire de commerce dont il n'a publié que le prospectus qui faisait déjà 500 pages, et dont on a les manuscrits à la bibliothèque municipale de Lyon. Voilà. Alors, il faut parler de l'académie, il faut parler de Lyon. Donc je vous ai dit, ce qu'on appelle en gros la statistique, c'est d'une part un état des forces productives, donc l'agriculture, le commerce, l'industrie, etc., des êtres humains également, et de la population, c'est-à-dire l'ancêtre de la démographie. Alors, à l'Académie de Lyon, on a eu des projets en ce sens assez tôt, et en particulier dès la fusion des deux académies, en 1758, l'Académie des sciences et belles-lettres et l'Académie des beaux-arts, la Tourette a fait un certain nombre de propositions pour organiser un travail collectif en ce sens. Et un premier ouvrage est sorti par Léon Dulac qui s'appelle Mémoire pour servir à l'histoire naturelle des provinces du Lyonnais, du Forez et du Beaujolais, en 1763. C'est-à-dire que là, il va expliquer ce qu'il y a en agriculture, ce qu'il y a dans l'industrie, quelles sont les richesses minières, etc. Et tout ça. Et puis, du côté de la population, en particulier, des intendants et des administrateurs qui souvent sont assez liés à l'académie, qu'ils en soient membres ou pas, je pense ici à Messens et à la Michaudière, ont également incité à ce genre de travaux, et celui qui en a été le principal acteur, c'est l'abbé Lacroix, Lacroix-Laval, et Christine Terré, que vous connaissez peut-être, qui est venue il y a quelques mois, ici, va sortir un article sur la question. L'abbé Lacroix fait des dénombrements de populations, et avec, en regardant l'évolution, etc., et en tirant un certain nombre de conclusions. Alors, nous arrivons maintenant à l'époque de notre exposé, c'est-à-dire, on va dire, 1800-1833, le premier tiers du XIXe siècle. Alors, sous le directoire déjà, puis sous le consulat, et ensuite l'Empire, ces questions sont du ressort du ministre de l'Intérieur. Parmi ces ministres de l'Intérieur, il y en a qui sont plus importants que d'autres. D'abord François de Neufchâteau, qui est prénommé Nicolas et non pas François, contrairement à ce qu'on croit. François, c'est son nom de famille. Et puis Lucien Bonaparte, donc après le coup d'État du 18 Brumaire, et Chaptal. On dit que Champagny ne s'intéressait pas à la statistique, c'est pas tout à fait vrai, comme on le dira tout à l'heure. Champagny a succédé à Chaptal en l'an 12.
un moment important, c'est la circulaire de Chaptal du 19 Germinal en 9. Alors vous voyez, l'Académie, elle a été recréée en Messidor en 8, c'est-à-dire en juillet 1800. Germinal en 9, ça veut dire le printemps 1801. L'Académie n'est pas là depuis bien longtemps. Cette circulaire de Chaptal, elle est entièrement transcrite là-dedans. Nous en dirons un mot à un moment ou à un autre. Elle est assez précise. C'est un cadrage général pour la statistique dans l'ensemble des départements. Mais il y a une baisse de tension sur la statistique vers les années 1805, 1804, 1808, on va dire. Alors, on a dit en France, c'est pas entièrement faux, que Napoléon Bonaparte était un partisan des statistiques. Au début, il voulait bien qu'elles soient publiées, et puis après, il voulait simplement que ce soit pour lui, pour le gouvernement, mais que ce ne soit pas connu de la population. Bon, c'est un peu vrai, on verra ça dans le détail, mais la chute de la statistique n'est pas simplement en France. C'est aussi en Allemagne, et là, il y a un changement brutal. Lorsque Schlözer prend sa retraite et est remplacé par Lüder à Göttingen, Schlözer, lui, est le grand théoricien de la statistique, et Lüder, en quelques mois, décide que la statistique, ça n'est pas important, qu'il faut pratiquer l'économie politique autrement, dans la lignée d'Adam Smith, et on pourrait dire pour la France dans la lignée de Jean-Baptiste Say, dont on verra que c'est un adversaire des statistiques, et qu'il faut laisser tomber tout ça. Donc ça, ce sera assez bien expliqué à propos du concours de l'Académie de Turin, dont je vous dirai un mot tout à l'heure. Quant au personnage de Gioia, je vous ai mis là quelques dates, mais je vous donnerai ses points de vue un petit peu plus. Alors, en France, on va dire qu'il y a 4 étapes dans cette période 1796-1808. Une première étape qui est sous François de Neufchâteau et qu'on appelle les descriptions abrégées. Donc, c'est des choses assez rapides. C'est département par département. La France, maintenant, n'est plus en province, elle est en département. Et ce n'est pas des préfets sous le directoire, mais un petit peu l'équivalent. Et on essaye de faire travailler tous ces choses. Puis il y a ce qu'on appelle la statistique des préfets, donc qui répond à la circulaire de Chaptal. C'est des choses en général assez rapides. Nous en avons un exemple ici, sur lequel je vais dire un petit mot. Et ensuite, on demande, les ministres de l'Intérieur demandent au préfet de travailler davantage. Ce qui va donner des volumes dits de statistiques générales de la France, de l'an 11 à l'an 13, et puis à l'an 13, c'est la coupure dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'est plus vraiment question de publier, en tout cas pas question de publier sous l'égide de l'État et payé par l'imprimerie royale, impériale, nationale, mais par un éditeur privé qui est Testu. Alors, voilà 3 exemples que je vais vous montrer. Le premier, c'est la description de Verninac. Voilà. Alors, vous savez tous que notre académie a été recréée par le préfet Verninac en juillet 1800. Et 2 mois, la circulaire Chaptal était à peine arrivée, que Verninac s'est mis au travail. Et il a publié ce petit opuscule qui fait une petite centaine de pages, 127, 128, comment que sais-je, voilà, qui est une description physique et politique du département du Rhône. Alors, si je vous le montre comme ça, en prenant n'importe quelle page, vous voyez, c'est pas du tout du Moreau de jeunesse, il n'y a pas un chiffre.
c'est une description littéraire exposant ce qu'il y a dans son département. Elle est signée premier Thermidor en 9, donc si vous voyez, entre Germinal et Thermidor, entre le 19 Germinal et le premier Thermidor, il y a 2 mois et demi. On peut dire qu'il a été rapide. Effectivement, c'est un livre rapide, considéré comme un peu superficiel, mais bon, en 2 mois et demi, qu'est-ce que... D'autant que Verninac n'était pas originaire de la région, qu'est-ce que vous voulez que ça Donc un travail rapide, global, mais intéressant. Alors, son plan, ça va être un peu le plan de tout le monde, l'histoire naturelle, la population, les communications, l'économie, le commerce, l'instruction, etc. Et alors il y a plusieurs éditions qui sont très voisines, et dans l'une, on a la lettre de remerciement de Chaptal du 14 Brumaire en 10. Alors, comme nous avons tout à l'heure parlé du docteur Jean-Antoine Ozanam, père de celui dont vous avez le buste là-bas, Frédéric Ozanam, l'un des fondateurs de la doctrine sociale de l'Église, je vous ai mis l'appréciation d'Ozanam en 1831, une appréciation historique, sur la statistique à cette époque, au début du siècle. L'empereur Napoléon, au commencement de son règne, avait conçu le projet d'une statistique générale et particulière de la France. Donc, générale, ça veut dire que ça porte sur tout. Particulière, ça veut dire que ça porte sur des points précis, soit localement, soit statistiques médicales, soit statistiques agricoles, etc. Le ministre de l'Intérieur donna ordre à tous les préfets de travailler à ce grand ouvrage, chacun pour leur département respectif, c'est-à-dire chacun. Mais aucun plan uniforme n'ayant été prescrit, alors ça, quand même, c'est plutôt faux. Si vous voyez la circulaire de Chaptal, elle est bien cadrée. La plupart de ces administrateurs ne s'en occupèrent point. D'autres ne donnèrent que des esquisses informes. Bon, c'est pas très gentil, mais Ozanam père, il n'est pas toujours extrêmement aimable avec tout le monde. Il n'y a guère que les préfets de l'Ain et des Bouches-du-Rhône qui aient fait un travail complet à cet égard. Alors ça, c'est tout à fait vrai. Ce qu'ont fait les préfets de l'Ain et des Bouches-du-Rhône est absolument admirable et je vous en montrerai un mot tout à l'heure. Alors la statistique de l'Ain. La statistique de l'Ain, elle est réalisée par Bossy. Je profite du fait que Dominique Saint-Pierre n'est pas là pour vous faire l'éloge de son dictionnaire des hommes et des femmes politiques de l'Ain. Parce que les personnages que nous allons voir ici, Charles Aurel Bossy, 1758-1823, a été préfet de l'Ain, donc il a dans son dictionnaire qui est juste derrière moi, il a une notice dans laquelle on nous explique tout ce qu'il a fait. Préfet de l'Ain du 1er février 1805 au 18 juin 1810. Et on va voir un peu comment il a travaillé. On a cette chance ici pour des raisons qui sont liées à Valentin Smith, également originaire de l'Ain et qui a également sa notice dans le dictionnaire de Dominique. Voilà. Alors l'ouvrage a été publié dans le cadre de la statistique générale de la France, département de l'Ain, voilà. Il y a 720 pages, plus une carte. Vous pouvez aller sur le site de la Bibliothèque municipale de Lyon. Vous verrez cet ouvrage en entier. Alors, quel est son plan? Chapitre 1, topographie. Chapitre 2, population. Chapitre 3, histoire et administration. Chapitre 4, agriculture. Chapitre 5, industrie et commerce. C'est exactement le plan qui avait été demandé par Chaptal. Il y a une table des matières, etc. C'est surtout du texte, mais il y a pas mal de tableaux chiffrés. Alors, comment a-t-il travaillé? Alors là, on a quelque chose d'assez incroyable ici, qu'on était en train de regarder avec Rémi, qui est stagiaire, l'autre jour. On voit cet ouvrage statistique de l'arrondissement de Trévoux. MS 340, 1807, avait écrit Michel Dur dans son inventaire des manuscrits. 1807, on regarde, on ne trouve rien. Mais si, 1807, c'est écrit là.
Et puis quand on regarde la tranche, en bas, il y a écrit Smith. Et là, on va retrouver encore Dominique Saint-Pierre et le dictionnaire des hommes politiques de l'Ain, etc. Eh bien, Valentin Smith, membre de notre académie, était, et qui a fait son discours de réception sur la statistique, dont je vais vous parler tout à l'heure, il était né à Trévoux, et nous avons acheté il y a quelque temps environ 1,50 m linéaire de manuscrits de Valentin Smith, et on s'est aperçu qu'il y en avait d'autres qui avaient été donnés avant. Et c'est quoi ça? Eh bien, c'est d'abord les questions qui ont été posées par Bossy au sous-préfet, parce que Trévoux était une sous-préfecture à l'époque, hein, et puis les réponses d'un certain nombre de gens, notamment le sous-préfet, Jean-François Sausset, qui a également bien entendu sa notice dans le dictionnaire de Dominique, et Claude Bérard, qui a été maire de Saint-Nizier-le-Désert, nommé par Bossy. Les maires étaient nommés à l'époque, ils n'étaient pas élus. Voilà. Donc, vous voyez là, alors il faudrait faire un travail un peu plus élaboré pour comparer ce qu'il y a dans l'ouvrage imprimé et ce qu'il y a là-dedans de façon partielle, bien entendu, sur Trévoux. Hein. Mais vous voyez là comment le travail a été fait. Alors, j'insiste sur le fait que Bossy a été ministre du Piémont. Et vous allez voir que la filière italienne, en matière de statistique, est tout à fait importante. Hein, ministre du Piémont, tout le monde a entendu parler du cadastre sarde, par exemple, hein, mais il y a quantité de choses qui se sont faites en Italie à un endroit ou à un autre, parce que l'Italie n'était pas unie comme aujourd'hui, hein, et qui avaient de l'avance sur ce qui se faisait en France. Par exemple, lorsque Condorcet a fait son rapport sur la réformation du cadastre de Haute-Guyenne, hein, dans les années 1780, à la demande de l'Académie des sciences, il a enquêté et les autorités de Haute-Guyenne, en particulier l'évêque de Rodez, qui était l'organisateur de ce genre de choses, est allé chercher quelqu'un en Italie qui s'appelait Henri de Richepret, qui était français d'origine, hein, pour essayer de voir comment on pouvait faire un cadastre comme il fallait, et qui n'était pas piémontais. Voilà. Alors, on se trouve dans ces années 1803-1804, où il est question un peu de toutes parts de statistiques, et des gens commencent à se poser des questions un peu de fond, des questions un peu théoriques. Notamment, l'Académie de Turin pose une question, même une question au concours, démontrer si la science économique reconnue sous le nom de statistique est une science nouvelle et quels sont les avantages que les États peuvent en tirer. Bon, ce prix est lancé en décembre 1803, le terme est fixé en décembre 1804, hein, la décision prise en juin 1805 et la proclamation en juillet avec un seul U de la même année. Le lauréat est quelqu'un de pas absolument extraordinaire qui s'appelle Goetz, mais il y a un accessite qui est attribué à Donnan, dont nous dirons quelques mots. Et à Göttingen, Schultzer, qui est encore vivant, hein, 1735-1809, assez âgé, mais il est encore en très bonne santé, très actif, dans les Göttingische Gelehrte Anzeigen, hein, les GGA, on disait, fait recensage de statistiques, dont les prix du concours de Turin. Alors, ça a été exposé merveilleusement par Karl Hildebrandt, qui faisait sa thèse sur le sujet, dans ce livre-là, et je vais juste vous en dire quelques mots rapides. À la même époque, eh bien, il y a un concours qui est lancé par la Société des sciences et des arts de Grenoble pour une statistique de l'Isère. Et là, c'est tout à fait autre chose. Ce n'est pas du tout une question de théorie, de savoir quelle est la place de la statistique dans la science, dans l'économie, etc. C'est demander une statistique concrète, pratique de l'Isère, donc comme la statistique des préfets, comme ce que demandait Chartal. Alors,
Le préfet de l'Isère, c'est pas n'importe qui, c'est Joseph Fourier, qui est un très grand mathématicien, un probabiliste également, et quelqu'un qui croyait à l'arithmétique politique, puisqu'il devait faire un cours à l'école polytechnique sur le sujet, qu'il n'a pas fait parce qu'il a été convoqué pour aller à l'expédition d'Égypte, hein, juste à ce moment-là, mais on a dans ces manuscrits, on a le plan du cours qui est là, hein, et qui est effectivement, on peut dire que Fourier, c'est à peu près, à mon avis, la seule personne qui ait pris au sérieux les projets de convention. Voilà. Alors, qui est le président de la Société des sciences et des arts de Grenoble? C'est le conseiller de préfecture. Hein, vous voyez, donc on n'est pas loin de Fourier. Et qui est le secrétaire de la société? C'est Beria Saint-Prix. Ça doit être anonyme, mais il n'est pas précisé dans cette société que les membres de l'académie de la société n'ont pas le droit de concourir. Et donc le secrétaire de la société, c'est lui qui va en être lauréat. Il y a un autre ouvrage au concours de Perrin du Lac. Mais Donnan, qui a eu l'accès au prix de Turin, va faire une lecture le 8 janvier 1805, c'est-à-dire à peu près à la même époque, à la Société des sciences et des arts de Grenoble. Alors maintenant, je vous dis quelques mots de Gioia. Alors, il faut bien se mettre dans l'état d'esprit. Qu'à l'époque, je vous avais mis en France un moment là, je ne sais plus où c'est. Voilà, en France, j'ai mis France entre guillemets. Parce que la France, c'est, selon le moment, l'année, c'est des choses assez différentes. Hein? Donc, une bonne partie de l'Italie est sous domination française, et même avec des départements français. Et Gioia eh bien, fait les statistiques de 5, 6, 7, 8 départements italiens. Hein? En particulier celui de Olona, il y en a d'autres comme ça, tout ça c'est des noms des fleuves du coin, et c'est plutôt la Lombardie, plutôt Milan cette fois-ci. Et ça lui donne l'occasion de réfléchir à ce genre de choses. Donc il va publier d'autres ouvrages qui s'appellent Tables statistiques, Logique statistique, etc. Et puis un autre, mais qui a les mêmes idées, qui est beaucoup plus tardif, Philosophie de la statistique, et dont je dirai quelques mots après. Alors, en 1811, la plupart de ces ouvrages n'ont pas été publiés. Hein, il n'y en a que 2 qui ont été publiés. Mais une chercheuse italienne, qui s'appelle Francesca Sofia, a publié en 2000 la statistique du département de l'Adda, c'est aussi une rivière qui va se jeter dans le Pô, qui est dans cette région-là, et elle l'a publiée de façon commentée, en exposant le personnage et tout ça. Hein. Voilà, c'est Francesca Sofia qui a fait la notice Gioia dans le dictionnaire biographique des Italiens. Vous savez, c'est un dictionnaire immense comme ça, qui en est encore à la lettre, je ne sais pas, N, hein, et qui fait déjà 3 ou 4 mètres. Hein, voilà. Donc j'ai fait une traduction de sa notice là, que vous pourrez regarder si vous voulez. Vous verrez que c'est un personnage qui vaut, comme je disais tout à l'heure, Moreau de Chauvis. Voilà. Bon, alors, je vais vous dire un mot de ce qu'il y a dedans. Mais arrivons à l'académie. Il serait temps quand même de commencer vraiment à exposer. Hein? Bien, alors, il y a des projets de Martin Aîné. 4 février 1806. Ça donne pas grand-chose. Mais le ministre de l'Intérieur, Champagny, dont on dit qu'il ne s'intéressait pas à la statistique, s'y intéresse quand même suffisamment pour relancer, après Chaptal, l'ensemble des préfets et pour leur demander de travailler. Parce qu'il ne voulait peut-être plus que les statistiques soient publiées, mais il voulait que les statistiques soient faites, hein, pour que le gouvernement, et en particulier Napoléon Bonaparte, puisse en profiter. Donc il demande au préfet d'Hérouville, et le préfet d'Hérouville saisit l'Académie. Pourquoi il saisit l'Académie? Parce que dans les services préfectoraux, il y avait des bureaux, il y avait des gens qui travaillaient. Donc, du point de vue administratif, il y avait ce qu'il fallait pour faire pas mal de choses en statistique. Mais ce qu'on demande, et ce sur quoi a insisté Martin Aîné, hein,
c'est que on puisse aussi prendre du recul, c'est-à-dire pas simplement donner des chiffres, mais pouvoir faire des comparaisons avec le passé, faire des conjectures vis-à-vis de l'avenir, etc. et tout ça. Hein, voilà. Alors, donc, le préfet d'Herbouville demande à l'Académie de s'en occuper. Une commission est nommée avec Martin Aîné, Tabard, Mollet, Hénard et Piestre. Sur proposition de Martin Aîné, il y a ces 7 divisions et une répartition des tâches, ce que je vais vous dire juste après. Alors, j'ai été étonné en regardant, parce que l'affaire est assez bien traitée dans l'histoire de l'Académie par Jean-Baptiste Dumas. Or, Jean-Baptiste Dumas, il est plutôt littéraire, hein, c'est pas vraiment un scientifique. Alors, je me demandais pourquoi. Eh bien, c'est pas difficile de comprendre pourquoi. Parce que Jean-Baptiste Dumas, il était au bureau de l'intérieur de la préfecture. Hein, et voilà les tâches qui devaient superviser. Tous les établissements publics relatifs à l'instruction, au commerce, aux arts et aux sciences, hôpitaux, hospices, secours, prisons, octrois, écoles, postes et messageries, poules et salpettes, loteries, poids et mesures, mines, statistiques, division du territoire, population, état civil, élections, culte, ministres, c'est-à-dire les prêtres, hein, composition des autorités subordonnées, nomination à toutes sortes de places et d'emplois, garde champêtre, notaire, fêtes nationales, théâtre, foires et marchés, leur établissement et leur surveillance. Ça, c'est dans l'almanach pour l'an 12. C'est-à-dire que, à peu près tout. Et ce qu'on appelait statistique à l'époque, ben, c'était justement à peu près tout. Donc finalement, Jean-Baptiste Dumas, il avait une place centrale dans cette affaire. Donc c'est pas étonnant qu'il explique un peu ce qui s'était passé à l'Académie là-dedans, et quand on regarde, qu'on vérifie sur les registres, effectivement, ce qu'il dit est pas mal. Alors, les propositions de Martin Aîné, eh bien, Martin Aîné était plutôt chirurgien, médecin, hein, et son rapport, il est là. Voilà, donc je l'ai transcrit, vous pourrez voir ça. Hein. Ce rapport, il y a 7 divisions que je vais vous montrer. Voilà, histoire, topographie, population, administration, instruction publique, industrie et commerce, santé. Alors, vous voyez, ce n'est pas exactement les mêmes que celles de Chaptal, hein, mais tout bien pesé, c'est à peu près les mêmes choses qui sont dedans, pas toujours dans le même ordre. Hein, c'est un peu comme dans Monsieur Jourdain, hein, belle marquise, d'amour mourir, vos beaux yeux me font. Voilà. Alors, c'est ce qui est à retenir, c'est que non seulement il y a ces 7 divisions, mais que pour chaque, il y a des académiciens qui sont prévus. Hein. Donc, par exemple, si vous prenez l'histoire, là, hein, ben, histoire, on demande à Delandine et à Tabard. Hein. Et puis pour les autres, ça va être diverses personnes, santé, il va y avoir évidemment Martin lui-même et quelques autres. Alors, dans quel état d'esprit? Bien, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que pour Martin Aîné, et pour l'Académie, et pour le préfet, il y a cette idée qu'il y a une distribution respective des rôles entre les administrations et les compagnies savantes, si on veut faire une statistique de bonne qualité. Bon, là, malheureusement, là, Ozanam avait raison, ce qui en sort, c'est pas terrible. C'est-à-dire que la plupart n'ont pas fait leur travail, ou que ceux qui ont fait leur travail, il n'y en a que des morceaux, y compris Martin Aîné. Parce que là, on a le cahier de Martin Aîné, inachevé. Hein, justement, on regardait ça avec Rémi, je crois, l'autre jour. Hein, c'est qu'il n'a même pas été donné, laissé immédiatement à l'Académie. C'est son frère, Martin le Jeune, qui l'a donné en 1838 à l'Académie. À un moment où est revenue sur le tapis la question des statistiques. Voilà. Donc, quand on regarde les traces dans les registres, on s'aperçoit que ça a marchoté qu'à un quart. Voilà. Donc, ce sont des rendez-vous manqués, mais en même temps, comme je vous ai dit tout à l'heure, la statistique, c'est un peu tout. Donc, il y a quantité de questions, qu'on pourrait appeler de statistiques particulières, qui sont dans les travaux de l'Académie,
et qui pourrait plus ou moins servir à cette statistique générale du département du Rhône. Par exemple, ceux de Sainte-Marie sur la police médicale. Hein. Dans le portefeuille de Delandine, il y a quantité de choses. Il y a la Florionnaise de Balbis, hein, et puis il y a des mémoires d'antiquité d'Artaud. Tout ça, c'était prévu dans les circulaires Chagall et autres. Hein. Alors nous allons maintenant passer à la Restauration. Comme je vous ai dit, hein, à partir de 1808, il n'y a plus grand-chose qui est fait. Hein, et 1811, alors là, presque plus rien, parce que la seule chose qui va compter, c'est la conscription, hein, et puis c'est la débandade de l'Empire et tout. Et la Restauration, elle n'est pas vraiment très motivée sur ce genre de liste. Alors quand je dis la Restauration, c'est-à-dire les gouvernements de la Restauration. Parce qu'il y a des gens dans la Restauration qui, eux, se posent plein de questions. Alors, il y a Joseph Fourier, qui a été préfet d'Isère, sous l'Empire, qui a même été préfet du Rhône pendant peu de temps sous les 100 jours. Alors, avoir été préfet sous l'Empire, c'était pas bien gênant, hein, à la Restauration, mais l'avoir été pendant les 100 jours, là, c'était pas pareil. Donc, il a tout un tas d'ennuis et il s'en va à Paris. Et là, le préfet Chabrol va lui demander de faire une statistique du département de la Seine. Il va être quelque chose de remarquable. Puis d'autre part, il y a Monthyon qui meurt et qui crée un prix de statistique dont le premier lauréat, le prix à l'époque était anonyme, ne s'appelait pas prix Monthyon, et Alexandre Moreau-Jeunesse, hein, et un prix qui a continué comme ça pendant plus d'un siècle. Mais il y a d'autres gens, par exemple Charles Dupin. Alors, Charles Dupin, c'est un personnage très important, hein, c'est le frère cadet d'André Dupin, dit Dupin aîné, qui a été président de la Chambre des députés à l'époque de la monarchie de Juillet, hein, ils sont originaires de Varzy, en Nièvre. Charles Dupin, élève de Monge, créateur d'un certain nombre de choses en ce qui concerne le Conservatoire national des arts et métiers, les écoles des arts et métiers, etc., qui va devenir un militant de l'utilisation des mathématiques appliquées, de la mécanique, de la statistique, etc., hein, et qui va s'intéresser également à l'industrie, à l'économie lyonnaise, tout qui est en rapport avec l'Académie de Lyon. Charles Dupin fait la découverte de l'Angleterre. Hein. Il y a pas mal de gens qui sont allés en Angleterre comme ça, juste après 1815, hein, et qui se sont rendus compte de l'écart qu'il y avait entre la France et l'Angleterre dans le domaine de l'industrie. Bon, et puis il y a d'autres choses. Alors par exemple, dans la lignée un peu de Condorcet, le cours d'arithmétique sociale d'Arago à l'école polytechnique, mais qui ne commence qu'en 1816, hein, et ce cours, un peu un cours de probabilité, etc., mais ça va vite être de la théorie des erreurs pour les astronomes, pour les géodésiens, etc., puis pour les militaires, et ça ne sera plus tellement ce qu'on peut appeler de l'arithmétique sociale. Alors, un autre personnage tout à fait important à cette époque de la Restauration, c'est le baron de Ferussac. Alors, le baron de Ferussac, dans l'édition merveilleuse, il y a 2 tomes comme ça, je vous en explique un quand même, hein, des œuvres de jeunesse de Cournot. Le travail d'érudition de Bernard Bru et de Thierry Martin est assez phénoménal, et il explique. Alors, le baron de Ferussac, ce grand truc, c'était les mollusques non marins. Hein. Son père déjà était là-dedans, etc. Mais il a une idée folle, c'est de faire quelque chose qui serait même au-dessus de ce qu'a pu être l'encyclopédie d'Hydro d'Alembert, etc., hein, avec un bulletin de toutes les sciences, paraissant 12 fois par an, etc. Une chose, il avait de l'argent pour ça et tout. Bon, on pourra en parler des heures, c'est pas le but. Hein. On est aussi à une époque où il y a beaucoup d'encyclopédies, hein, qui sont moins connues que l'encyclopédie d'Hydro d'Alembert, mais qui sont importantes et nulles. Hein. Voilà. Donc, il y a une volonté statistique au sens vague et large du terme, hein, qui monte à cette époque de la Restauration. Alors, quand je dis à cette époque de la Restauration, vous voyez, on est 1822, 23, 24, etc. On est bien dans le sujet, puisque la pièce de Moreau de Jeunesse
sur les colonies, c'est mars 1823. Hein, voilà. Tout ça pour dire que Moreau de Jeunesse est à la fois un personnage extraordinaire, mais c'est aussi un personnage de son époque. Hein. Alors, sous la Restauration, le seul moment où il va y avoir un peu la statistique de la part du gouvernement, c'est avec le ministère Martignac. Alors, le ministère Martignac, c'est début 1828, milieu 1829. Hein, c'est un ministère modéré, sous Charles X, hein, parce que contrairement à ce qu'on dit quelquefois, c'est pas modéré sous Louis XVIII et puis ultra sous Charles X, c'est beaucoup plus fluctuant comme ça, hein, c'est à regarder de beaucoup plus près, mais il y a avant donc le ministère Polignac qui va être vraiment la catastrophe et la chute des légitimistes, hein, il y a un ministère Martignac, l'équivalent du Premier ministre, avec Saint-Cricq comme ministre du Commerce, et Alexandre Moreau de Jeunesse va être dans ce ministère pour faire des statistiques. Donc avant, les statistiques, je vous disais tout à l'heure, c'était le ministère de l'Intérieur. Moreau de Jeunesse a travaillé au ministère de la Marine et des Colonies, hein, sous la Restauration, et là maintenant c'est le commerce, et ce sera le ministère du Commerce également sous la monarchie de Juillet. Voilà. Donc je passe sur Quetelet parce que c'est un personnage trop important pour le traiter en quelques secondes, hein, mais c'est lui qui va mettre en place les congrès de statistiques, etc., et qui va donner vraiment le départ sur la statistique en Europe. Hein. Quetelet est un astronome de Bruxelles, mais qui a été formé par l'école française, hein, et les Belges ensuite vont être influencés par les Allemands. Hein, il va y avoir un passage des idées françaises aux idées allemandes qu'on voit beaucoup mieux en le regardant de la Belgique qu'en le regardant de la France ou de l'Allemagne. Hein, c'était la thèse de Marie-Françoise Jourzeau sur cette question à propos de la géodésie, mais c'est valable pour d'autres aspects. Voilà. Alors, quelques mots sur Gioia, hein, parce que, à quoi ça sert? Et Gioia a au moins... il a des polémiques un peu avec tout le monde et un peu tout le temps. Hein, mais là, je vous en donne deux. Une vis-à-vis de Tamassia, et puis une autre vis-à-vis de Jean-Baptiste Say, qui est quand même, parmi d'autres choses, vraiment correspondant de l'Académie de Lyon, hein, et qui était un adversaire des statistiques. Alors, qu'est-ce qu'il répond, Gioia? Il dit, la statistique, contrairement à ce que disait Tamassia, et ce que pensait Napoléon, Bonaparte, etc., et tout ça, elle ne sert pas seulement au gouvernement, mais elle sert aussi aux citoyens, pas seulement aux gens du pays, mais aussi aux étrangers, pas seulement aux contemporains, mais aussi aux générations futures. Hein, donc vous voyez, c'est pas la mathématique sociale de Condorcet, hein, mais c'est pas non plus la statistique utilitariste. Dire rien n'est inutile. Hein, et il a des expressions comme ça qui sont très si vous voyez la deuxième citation, hein, qui sont toujours très polémiques, dire que le but unique que peut se fixer raisonnablement la statistique est l'instruction du gouvernement, c'est dire que l'usage unique qu'on peut faire du blé est la fabrication des macaronis. Voilà. Alors, il répond aussi à Jean-Baptiste Say, parce que Jean-Baptiste Say disait les statistiques, premièrement, elles ne sont pas exactes, et deuxièmement, même si elles l'étaient, elles ne seraient vraies qu'un instant. Hein, il écrit ça dans la revue encyclopédique, mars 1823, vous voyez, mars 1823, on est en plein dans notre époque, et Gioia lui répond, pas du tout. Hein, il confond tous il réduit la statistique à un simple annuaire, et il répond 4 points précis aux objections de Jean-Baptiste Say. Hein. Parmi les éléments statistiques, il y en a beaucoup et de très grande importance qui sont éternels et immuables. Hein, on peut dire éternels et immuables. D'autres aussi importants qui sont sujets à des variations, mais à des variations seulement sur le long terme. D'autres qui changent chaque année, mais sans que leur changement ne détruise leur utilité, parce qu'il faut aussi étudier les évolutions, ce n'est pas de la statistique figée, c'est la statistique dynamique, hein, et d'autres qui changent tous les mois ou tous les jours, hein, et même d'un instant à l'autre, mais qui ne cessent pas pour autant d'être utiles.
Alors revenons à l'Académie. Et là encore, la filière italienne. Hein. Un préfet, le comte de Tournon, qui avait été préfet de la région de Rome, de 1810 à 1814, lit dans une séance de l'Académie sa statistique de Rome. Et il demande à l'Académie de former une commission de statistiques, très peu de temps après. Donc on est juste avant le concours sur les colonies, qui n'a rien à voir avec ça, dont on pourrait vous parler, mais enfin, on vous parlera de ça une autre fois, lorsqu'on aura avancé nos affaires Moreau-Jeunesse. Et tout ça s'est pris au sérieux par l'Académie, et notamment avec la création des archives historiques et statistiques du Rhône, dont les académiciens sont les maîtres d'œuvre. Hein. Donc vous avez ça, vous ne le voyez pas parce que c'est derrière l'écran, hein, mais vous avez les volumes qui sont là. Et puis d'autre part, l'Académie reçoit en permanence des lettres. Alors l'inventaire qu'on est en train de faire, sur ces lettres, il y a les lettres de Moreau-Jeunesse, dont je vous parlais, mais il y a aussi des lettres de César Moreau, un personnage extrêmement intéressant dans cette affaire, qui probablement n'a pas de lien de parenté, hein, avec Moreau-Jeunesse. J'ai pris un annuaire de Lyon, là, il y avait des pages blanches de longtemps. J'ai compté quand même 150 Moreau à Lyon, vous voyez, hein. Et il y a des endroits où c'est un nom encore bien plus courant. Hein. Et il y a des lettres aussi du baron de Ferussac avec le prospectus de son bulletin, etc. Et tout ça. Donc l'Académie, elle est en permanence inondée, informée de ce genre de choses, et y compris, par exemple, le baron de Ferussac demande à l'Académie de lui fournir de la matière. Hein. C'est pas simplement passif. Et il faut dire aussi que quand on parle de statistiques, ça n'apparaissait pas dans ce que je vous disais tout à l'heure, hein, parce que je ne suis pas entré dans les détails, mais c'est aussi la question de la météorologie. Hein. Ne serait-ce que parce que le climat, ça a quelques rapports avec l'agriculture, par exemple, hein, ça a quelques rapports avec les maladies, avec la population, etc. Donc, il faut faire des statistiques. Alors, je passe sur ce genre de choses. C'était l'exposé que je devais faire cette année, mais qui est reporté à l'année prochaine. Hein. Notamment, il y a eu un prix de météo, justement, pour 1823 et 1825 à l'Académie. Alors, César Moreau, ça vaudrait le coup aussi de regarder cet autre Moreau. Hein. Parce que, non seulement il est élu associé d'Académie en 1827, mais l'Académie même le consulte sur l'auto-opération de la taille, hein, de Pierre de Madessy, du major général Martin. On a les lettres sur le sujet. Et il était l'un des personnages principaux de la Société royale asiatique et son comité de correspondance. Hein, il fait appel à l'Académie de Lyon en avril 1828 pour travailler avec l'Académie. Et c'est lui qui crée la Société française de statistique universelle le 22 novembre 1829. Alors, il y a plusieurs sociétés de statistiques qui ont été créées et qui évidemment sont en concurrence et se détestent plus ou moins à l'époque. Bon, mais ça. Alors j'en viens au prix de statistique de notre Académie. Donc vous savez que le prix Christin était au congélateur pendant l'époque de la Révolution et de l'Empire, et qu'il a été reconstitué à partir de 1816, 1818, par là. Les premiers concours étaient sur la question des émanations marécageuses, hein, ce qui n'est pas sans rapport avec les statistiques ni avec les fièvres intermittentes, le paludisme, etc., hein, auquel a participé notamment Falcon. Hein. Puis il lance un certain nombre de prix, hein, et en particulier donc un prix de statistique avec, est-ce que j'ai mis la question? Non, j'ai pas mis la question, mais on dit, voilà, il nous faut une statistique générale ou particulière, c'est-à-dire sur des questions précises, du département du Rhône. Hein. Et comme l'Académie n'avait pas été vraiment capable de le faire elle-même, elle a envoyé ça en l'air à la cantonade. Il y a des petits prospectus qui sont diffusés dans les journaux, etc. Et puis les gens répondent. Hein. Alors, ça n'a pas eu un grand succès, puisque finalement, sur 10 ans, hein, il n'y a eu que 4 mémoires qui sont arrivées.
et ces 4 mémoires ont été sinon primées, du moins considérées comme ayant une certaine valeur. Alors, le premier, c'est par Fleury Imbert, donc il est là, hein, c'est ceci, 255, c'est une statistique alors, dite de la médecine. En fait, c'est une histoire de la médecine, alors il n'y a pas un chiffre, il n'y a rien du tout, c'est une histoire de la médecine et des médecins, et des biographies de médecins. Voilà. Il y en a un autre en 1829 par Ozanam Père, qui cette fois-ci est une statistique de une soi-disant statistique de la religion chrétienne à Lyon depuis le IIe siècle ou quelque chose comme ça. Hein, voilà. Alors vous voyez, là c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de chiffres. Hein, je peux prendre une autre page. À quelques endroits, il y a quelques tableaux comme ça, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler des calculs. Et d'ailleurs, on a là, alors on l'a retranscrit avec Rémi l'autre jour, le rapport de Grenier. Hein, il y a une commission, et le rapport de Grenier dit, la commission s'est quand même interrogée, elle dit c'est bien joli, hein, il a fait du travail, mais ça ne répond pas tellement à la question. Et parmi les... il n'y a que sur 100, je ne sais plus combien, 200 pages, hein, il doit y en avoir 7 ou 8 qui sont véritablement de la statistique. Mais ils ont dit quand même, il a bossé, on va l'encourager. Et puis il y a une statistique de Givors en 1831 qui elle est publiée. Alors là, je ne l'ai pas ici parce que le manuscrit 248 est exposé aux archives municipales. Et enfin, une statistique générale du département du Rhône par toujours Ozanam Père, hein, qui est ici, et qui là va ressembler un peu à toutes les autres. Alors qu'est-ce qu'il dit Ozanam Père? Il dit, donc ça je passe, hein, il fait des observations préliminaires, donc il parle de Verninac, il parle du laborieux avocat Cochard, etc., que quelques statistiques particulières. Il dit, j'en fais une enfin, sur un plan nouveau, différent de tous ceux qu'on a suivis. Bon, c'est pas si différent que ça. Hein, et par rapport aux statistiques de l'Isère, la statistique de l'Ain, par exemple, et tout, c'est nettement moins bien. Hein. Mais bon, bref, c'est vrai que pour le département, c'est la première. Hein. Donc, mais là, il fait quand même la statistique. Donc ces sujets traités, vous voyez, c'est à peu près les mêmes. Hein. Et si on regarde la différence entre Ozanam et Moreau-Jones, hein, par rapport à ce que Moreau a fait avant, sans que ça s'appelle statistique, et après, c'est que Ozanam est plus historique, mais que Moreau a davantage de chiffres, et surtout qu'il veut un cadre général et centralisé. Parce qu'il y avait un cadre général avec Chaptal, mais qui n'était pas vraiment centralisé, puisque chacun faisait ce qu'il voulait. Voilà. Donc, ça, je mets simplement cette diapositive, hein, mais c'est des choses que je ne vais pas traiter aujourd'hui, puisque c'est dans mon travail sur Moreau-Jones, et on en parlera une fois plus tard. Mais tout de même, j'en dirai quelques mots après en conclusion. Voilà. Alors après 1833, comme je vous l'ai dit, il y a un ministère du commerce qui s'appelle tantôt du commerce et des travaux publics, dont le titulaire est Adolphe Thiers, qui est un personnage sur lequel on peut avoir des idées diverses, mais qui, du point de vue de ce qu'il a fait sur le commerce au début de la monarchie de Juillet, est tout à fait intéressant. Hein. Et là, il y a un bureau de statistiques qui va devenir plus tard Statistique Générale de la France, et de 1833 au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, c'est Alexandre Moreau-Jones qui en sera le titulaire. Alors, vous voyez, à Lyon, il y a eu 1806-1808, hein, pour les statistiques. Il y a eu 1820 et quelques, etc. Et puis c'est pris. Hein. Et puis il y a une troisième moment, qui est 1838. Et pourquoi? Là, le comte d'Angeville envoie un essai sur la statistique de la population de la France. On trouve ça au registre 12 décembre 1837. On a le livre ici, 10 133, qui est tout là-haut. Hein. Des commissaires sont nommés,
et pas n'importe qui, Martin, Pollinière et Montfalcon. Montfalcon fait un rapport élogieux, peu de temps après. Montfalcon et Terme ont déjà publié, quelques mois avant, une histoire statistique et morale des enfants trouvés. Et Montfalcon propose un travail collectif sur la statistique du Rhône, une fois de plus. Il y a des interventions de Dumas, de Martin, c'est le moment justement où Martin Cadet donne le mémoire de Martin aîné à l'Académie, et une commission est nommée. Il y a un rapport de Terme que nous n'avons pas, en tout cas que je n'ai pas trouvé. Et finalement, qu'est-ce qu'il en sort? Apparemment pas grand-chose, mais comme Montfalcon écrit quantité de choses, alors là, souvenez-vous de l'exposé de Jacques Hockman, sur la question, c'est monumental, l'histoire de Lyon, etc. On peut dire que sa statistique, elle a certainement été à l'intérieur même disséminée dans ses multiples ouvrages. Montfalcon ayant été également s'occupant de médecine, d'histoire, bibliothécaire, enfin tout ce que vous voulez. Voilà. Alors, quelques mots pour terminer là de Moreau-Jeunesse et de ces éléments de statistique, parce que c'était quand même l'objectif, non pas de l'exposé, mais l'objectif qu'il y avait derrière. Bon, ces éléments de statistique, alors ils sont là, je vais tout ici, voilà, c'est des réimpressions, Bibliothèque nationale achète, l'ouvrage est en ligne, vous pouvez le voir, mais c'est quand même mieux de pouvoir l'avoir comme ça. Donc 1847, vous voyez, il est dans sa plénitude de ses connaissances statistiques, etc. Il prend du recul. Lui, il fait vraiment des recueils de statistiques. Bon, je vous ai mis les chapitres qui sont là. Je vous donne quelques citations. Son objectif pour la statistique, c'est répondre promptement, catégoriquement aux questions qu'on lui adresse et être largement accessible à des publics divers. Il critique la statistique d'autrefois, voilà. Il explique pourquoi celle qui est les tentatives de Louis XIV avec Bourbon et compagnie, ou de Napoléon, dont on a parlé tout à l'heure, n'ont pas marché, parce que se faisait exécuter simultanément dans les provinces, pour Louis XIV, dans les départements, des choses comme ça, mais ce n'était pas achevé, il n'y avait pas une unité de composition, même s'il y avait une circulaire générale qui était assez précise. Donc, lui, son message, son mandat, c'est de faire que ces statistiques soient vraiment centralisées. C'est-à-dire qu'on pose des questions qui soient suffisamment claires pour que les gens puissent répondre, et que ça arrive à un bureau central national, et que là, on puisse faire les additions, etc., mettre les tableaux, etc. Alors, parmi, là, je vous dis ça quand même parce que je crois que c'est important, c'est un partisan de ce qu'on appellerait des relevés exhaustifs. Vous savez, dans les statistiques telles qu'on les a depuis maintenant un siècle et demi à peu près, ou deux, il y a, disons, deux façons de voir les choses. Il y a une première façon qui consiste à faire du recensement complet, par exemple de la population, de tout le monde. Puis une deuxième méthode qui consiste à faire soit des sondages, donc ça pose des problèmes d'échantillonnage, de représentativité, etc., et tout ça, et de statistiques mathématiques, souvent peu accessibles à l'époque, et ensuite de faire des estimations à partir. Bon, il y a des cas où c'est la première méthode qui est la plus efficace, il y a des cas où c'est la seconde. Pour lui, il est pour la première. Il dit, toutes ces histoires d'estimation, etc., c'est le hasard et tout, non, ça va pas. Et en particulier, il se méfie beaucoup de l'emploi des moyennes. Ce sont là des chiffres convenus et non pas des nombres réels. De même qu'il se méfie des tables de mortalité. Et dit, alors je reviens à ce que je disais avant sur la centralité, la recherche locale elle est favorisée en France par la régularité de l'action administrative. Donc en Allemagne ou en Italie, ce n'est pas possible de faire ce genre de choses.
dans une région particulière, quelquefois, dans un pays. Autrefois, avec les diversités des provinces et tout ça, c'était pas possible non plus. Tandis qu'aujourd'hui, grâce à la Révolution, c'est quelqu'un qui appuie la Révolution française, il n'appuie pas Robespierre, etc., mais il appuie au moins la Constituante et la rationalité de la nouvelle division administrative, etc. Voilà, donc on passe, une unité de direction, etc., et tout. L'importance des statistiques de l'agriculture et de l'industrie, parce que pour beaucoup c'était quand même plutôt la population. Voilà. Et puis il explique les chiffres, etc., et tout ça. Mais si vous voulez savoir plus de choses sur Montrouge-Jeunesse, d'abord vous pouvez venir jeudi, à condition de ne pas être au-delà des normes sanitaires, et sinon un peu plus tard. Voilà. Alors je termine par Valentin Smith et Montero. C'est plus l'époque, mais Valentin Smith fait son discours de réception, d'abord en sciences privées, puis en sciences publiques, sur 3 points, l'histoire, la nécessité et la philosophie de la statistique. Il fera que la 3e partie dans la science publique. Et Montero lui répond par une lettre sur la statistique à M. Valentin Smith. Alors, quand Montero répond, c'est évidemment uniquement en alexandrin. L'ensemble est publié, alors le discours de réception est dans nos mémoires, qui sont là-bas, mais l'ensemble est publié à part en brochure avec la lettre sur la statistique de le poème, enfin la versification de Montero. Dans son introduction, Valentin Smith dit « Je sais aussi combien la statistique est souvent excitée d'ingénieuses plaisanteries, dont les œufs pondus et comptés feront toujours effrayant. » Alors, pourquoi? Parce que dans la circulaire de Chaptal, qui est assez précise, il dit qu'il faut donner le nombre de bœufs, le nombre de chevaux, etc., le nombre de volailles. Alors, déjà, le nombre de volailles par département, c'est assez difficile, et des gens ont prétendu, j'ai lu entièrement la circulaire de Chaptal, je ne l'ai pas vue, qui demandait aussi le nombre des œufs par département. Cela dit, rien n'est inutile, et en particulier, ce serait bien si vous donniez le nombre de plumes de poules. Donc c'est encore pire que les œufs. Alors, ces histoires des œufs ont fait que la statistique a été moquée par un certain nombre de gens, et vous voyez Lamartine, qui est le beau-frère de Montero, comme vous le savez, les prestidigitateurs font leur tour avec des gobelets, les économistes font leur théorie avec des statistiques. Mais Valentin Smith, lui, c'est un militant de la statistique et dit pourquoi c'est important. Il est à l'époque du triomphe de la statistique. On n'est plus du tout au début du siècle. Là, maintenant, il y a la statistique générale de France, vous voyez, c'est plus Alexandre Moreau de Jeunesse parce qu'il se fâche au moment du coup d'État, puis en plus il est assez âgé, c'est Alfred Lebois qui le remplace. Mais on cite encore, par exemple, la statistique de l'Ain, de Bossy. Et on rappelle que, longtemps, ça n'a vraiment été pas extraordinaire. Par exemple, on cite le rapport de Hennet, qui est commissaire royal du cadastre, ministre des Finances, en 1817, sur l'état déplorable de la répartition de la contribution foncière, qui était vraiment très important du point de vue fiscal à l'époque, vu ce qu'était la rente foncière. Voilà. Alors, l'auteur ou sa famille a donné à l'Académie, comme je vous ai dit tout à l'heure, divers documents. L'Académie en a acheté. Et, Montero, qui ne peut pas se priver de se moquer de pas mal de monde, il s'est moqué des règlements d'Académie, etc., et tout ça en vers, sur la question des œufs, a fait un fin de poème, non pas sur un œuf, mais sur un demi-œuf. Et il faut que ce soit quelqu'un de la classe des lettres qui nous lise le poème en question. Donc, je passe la parole à Laurent.
Connaissez-vous le trait de la moitié d'un œuf? Le récit vous plaira si pour vous il est neuf. Quoi qu'il soit imprimé, je le crois authentique. Un préfet, débrouillant un fatras statistique, dans le total des œufs, trouve une fraction. 20 fois on fait, défait, refait l'addition. Par la moitié d'un œuf, le compte se termine. Il faut retrouver l'autre. On compulse, examine, 100 ou 1000 tableaux, portant fidèlement le nombre d'œufs pondus dans le département. Le doigt s'arrête enfin sur le maire incapable qui, d'une moitié d'œuf, est signalé coupable. À monsieur le préfet, le maire incriminé répond « Notre calcul n'était pas erroné. Par cette moitié d'œuf, l'addition est vraie. J'ai trouvé l'œuf entier au milieu d'une haie. La haie est limitrophe et trace exactement les confins assignés à l'arrondissement. L'œuf était-il à nous? D'une moitié sans doute. Nous sommes possesseurs. Qu'à l'autre, elle s'ajoute. Du maire, mon voisin, j'ai réservé les droits, et le calcul sera selon toutes les lois. Donc, de l'addition, la justesse est prouvée, et votre moitié d'œuf se serait retrouvée si le maire voisin n'avait pas oublié, bien qu'averti par moi, de noter sa moitié. Et voici donc ma conclusion. À la Sieyès, dans le premier tiers du XIXe siècle à l'Académie de Lyon, qu'est-ce que la statistique? Presque tout. Qu'a-t-elle donné dans l'ordre des résultats explicites? Presque rien. Que demande-t-elle? À y devenir Moreau-Jones. Pierre, pour cet exposé qui va sûrement susciter de nombreuses questions. Traditionnellement, le président doit poser la première, et ça nous gêne beaucoup. Oui. Quand dirais-tu, Pierre, que la statistique a perdu son sens étymologique que tu as signalé au départ, donc des chiffres au service de l'État, de la gestion de l'État, est devenu quelque chose qui dépasse ce caractère strictement politique qu'elle a eu à l'origine? Est-ce que c'est dans la période que tu as explorée ou est-ce que c'est plus tard? C'est un processus complexe, quoi, hein, parce qu'il y en a certains qui disent en fait la statistique a toujours existé, et dès que des gens comptaient à tel ou tel endroit, etc., c'était déjà la statistique. Bon, maintenant, si on prend les choses telles qu'on les voit aujourd'hui, je ne fais pas d'anachronisme, hein, c'est un anachronisme lucide, on va dire. Quand on emploie le mot statistique, aujourd'hui, c'est deux choses assez différentes. D'une part, c'est des relevés de chiffres divers, y compris qu'on va nous sortir dans les médias, etc., pour exposer quelque chose, ou pour mentir, ou pour expliquer, etc. Hein? Donc, où il y a peu de calcul. Et puis, d'autre part, c'est ce qu'on appelle la statistique mathématique. Hein? Alors, cette statistique mathématique n'est pas forcément issue du calcul des probabilités, hein, tout ce qui est Benz-écrit, l'analyse des correspondances, etc., c'est pas probabiliste, mais bon, c'est une statistique qui permet quand même, de façon assez extraordinaire, de trouver des résultats importants du point de vue scientifique dans des circonstances assez scabreuses. Pour être un peu clair, on va dire que la science physique très traditionnelle étudie des phénomènes où, quand il y a plusieurs facteurs, plusieurs variables, on peut les fixer tous et en faire varier simplement un seul. Or, dans la vie courante, ça n'existe pas. Hein? Et en particulier, mettons, en agronomie ou en médecine, hein, dès qu'on s'attaque à tel ou tel phénomène, tout varie en même temps. Donc, pouvoir avoir ce qu'on appelle une analyse multivariée ou des plans d'expérience, etc., hein, c'est-à-dire pouvoir raisonner dans une atmosphère aléatoire
avec des variables qui varient dans tous les sens et sur lesquelles on n'a que des résultats plus ou moins lacunaires et tout ça, ça c'est des choses qui vont se développer au cours du XXe siècle. Hein, et qui donnent quand même des résultats impressionnants aujourd'hui. Hein. Donc ça, on n'était pas du tout capable de ça vers 1820, malgré des travaux remarquables chez Condorcet, Laplace ou même Fourier, Poisson. Hein. Mais malgré ça, on était perdu. Voilà. Donc, il y a plusieurs basculements. Hein. Alors, la statistique agronomique, on va dire, ça prend son essor surtout avec Fischer, etc., vers les années 1910-1920, quoi, hein, 1900-1920. La statistique médicale, ça va prendre son essor dans l'après-guerre, hein, 1940. Les statistiques de population, alors là, au contraire, c'était bien avant, hein, sous l'Ancien Régime, déjà chez Brown, Petty, en Angleterre, au milieu du XVIIe siècle, on a ce genre de choses. Hein, et on va prendre des... calculer par exemple la population de la France. On est incapable de faire un recensement exhaustif à l'époque, hein, c'est pas possible. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va finir par se convaincre que le nombre d'habitants d'un pays est à peu près proportionnel au nombre de naissances. Hein, c'est ce qu'on appelle le multiplicateur universel, qui fait passer de l'un à l'autre. Or, le nombre de naissances, ça, on les a dans les registres de baptême, hein, ou du moins à peu près. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre des endroits, je ne sais pas moi, l'Île-de-Ré, les Ardennes, un quartier de Paris, etc., tout ça, par une méthode qui n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler une méthode des quotas, mais enfin qui ressemble un petit peu, quoi, hein, un peu aléatoire aussi, et puis à partir de là, on relève le nombre de nouveau-nés et on multiplie par ce multiplicateur universel qu'on a testé sur quelques endroits particuliers, et ça nous donne la population du pays. Donc là, on a déjà une manière un peu de probabilité, calcul des probabilités pour faire des statistiques qui ne sont pas forcément d'état, hein, qui pouvaient être en vue plutôt des compagnies d'assurance. Mais il n'y a pas vraiment un moment de bascule. Hein. Moment de bascule, c'est 1833 quand même. Hein. La création de la statistique générale de la France, etc. Ça c'est un moment important, hein. Mais c'est loin de tout ça. Michel? Vous évoquez les statistiques médicales. D'accord. Merci. Statistiques des pompiers. Voilà. Les statistiques médicales, ça veut dire que l'analyse statistique qui est pratiquée à l'heure actuelle en biologie et en médecine, par exemple la comparaison de diverses moyennes avec les tests de Student, etc., ça on n'en parlait pas du tout. Ah non. Student, de son vrai nom c'est William Gosset, hein. Il était dans une brasserie en Irlande, c'est 1900. Hein. Bon, les tests dit Neyman-Pearson par exemple, hein, c'est Jerzy Neyman et Egon Pearson, donc Pearson fils, pas Carl Pearson, c'est les années 1930 à peu près. Hein. Alors en médecine, il y a eu toute une époque où on ne peut pas vraiment dire qu'il y avait quelques chiffres par-ci par-là. Quoi, hein. Bon, c'est vrai que par exemple la querelle de l'inoculation, hein, au milieu du XVIIIe siècle, hein, et à la fois entre les adversaires et les partisans de l'inoculation, mais aussi entre partisans de l'inoculation, comme Daniel Bernoulli et d'Alembert. Daniel Bernoulli estimant qu'on pouvait calculer l'avantage de l'inoculation mathématiquement, et d'Alembert, lui aussi partisan de l'inoculation, estimant que ce n'était pas possible de faire ce calcul. Tous les deux, d'ailleurs, donnent des raisons extrêmement intéressantes, hein, mais bon, tel n'est pas exactement le sujet. C'est important du point de vue théorique, hein, du point de vue de la réflexion sur ce que ça va devenir, hein, mais ça ne débouche pas immédiatement. En médecine, il y a un tournant au milieu du XIXe siècle avec ce qu'on appelle la méthode numérique en médecine. Hein, et puis, des gens comme Gavaret.
qui essaye d'appliquer des méthodes probabilistes sur un certain nombre de questions médicales. Ils ont des opposants très déterminés. Mais, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où forcément, dans les domaines médicaux, c'est de l'analyse multivariée, parce que sur je ne sais quelle maladie, on sait bien qu'il y a des facteurs génétiques, il y a le climat, il y a l'environnement, il y a la nutrition, il y a tout ce qu'on veut. Bon, à partir de ce moment-là, il faut vraiment être même au-delà de ce qu'ont été les thèses de Student et de même Pearson et compagnie, qui étaient quand même une hypothèse contre une autre. Il faut vraiment faire de l'analyse multivariée, quelquefois avec beaucoup de variables. Donc là, vraiment, c'est dans l'après-guerre. En France, c'est Daniel Schwartz, a été frère de Laurent Schwartz, un peu l'introducteur de la statistique médicale. Et puis, ça va prendre un essor à partir du moment où on a les ordinateurs. Parce que sinon, il fallait vraiment avoir des chiffres pas trop gros pour pouvoir s'en sortir. Laurent ? Oui, Jean-Baptiste Say était hostile à la statistique parce qu'il l'a jugée inutile ou nuisible? Je dirais ni l'un ni l'autre. Donc, dans cet ouvrage-là, il y a un article célèbre de Claude Ménard qui savoir un cancer du poumon ou une prédisposition au cancer du poumon donne envie de fumer. C'est exactement la même chose. Ou que les deux sont conséquences d'une même maladie génétique ou virale ou quelque chose comme ça. Du point de vue statistique, en dehors de toute autre considération, il avait raison. Bon, il avait tort. Et Bradford Hill, qui était aussi un très bon statisticien, avait raison. C'est pas là qu'était le mieux à faire. Mais c'est vrai que cette distinction, donc, dans quelle mesure, à l'oreille, sur quel